Bonjour. Je pense que là, on va passer un petit moment ensemble. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Bon, je ne sais pas si elles vont vous intéresser. Je m'adresse plus spécifiquement aux jeunes qui éventuellement regarderaient ce blog. Il n'y en a peut-être pas beaucoup, mais je pense que c'est pour eux. C'est à eux que je pense. C'est à eux que je pense parce que quelque part, je les plains beaucoup de vivre dans cette société et j'espère qu'ils vont arriver à la modifier. Alors, peut-être est-ce le discours d'une vieille barbe qui se trompe de monde et puis qui voit maintenant arriver un monde qu'il ne connaît plus, ou peut-être tout simplement est-ce le discours de quelqu'un qui a connu un monde qui marchait bien et qui est absolument désolé de vivre dans celui-là. Alors, il faut que je vous montre quelque chose qui est quand même pas mal. Vous allez voir. Alors, quand le fisc, enfin quand la Banque populaire a commencé à me faire savoir qu'elle allait me virer, j'ai été sur une banque en ligne. Une banque en ligne qui s'appelle ING. Bon, des gens charmants. J'ai ouvert un compte et j'ai fait mes petites affaires sur ce compte. Et ce matin, au courrier, lettre recommandée. Monsieur, nous sommes au regret de vous informer que nous n'avons plus convenance à maintenir notre relation contractuelle et que nous allons procéder à la clôture de votre compte dans un délai de 2 mois à compter de la date de la présente en application de l'article 24 de nos conditions générales. Aucune autre explication. Pas mal, non? Donc, si vous voulez, bis repetita. C'est-à-dire que il m'arrive exactement avec cette banque la même chose qu'avec la Banque populaire. C'est-à-dire suppression du compte sans motif. Ah, c'est que ça devient drôlement intéressant. Hein, c'est quand même pas rien. 2 banques qui vous suppriment un compte l'une après l'autre, sans motif. C'est quand même impressionnant, non? Alors, je confirme que je ne suis pas fiché à la Banque de France. Je ne suis pas interdit bancaire, je n'ai pas fait faillite, donc je n'ai aucun problème en concernant le fichier des entrepreneurs à la Banque de France. Donc, je suis quelque part dans un fichier occulte. Quelque part, où non seulement les banques à qui je demande d'ouvrir un compte vont voir et ne m'ouvrent pas de compte, mais celles qui par hasard ont ouvert un compte viennent me demander de le fermer. Quelle est l'explication possible? Évidemment, je suis dans l'inconnu. Je suis obligé de faire des hypothèses. Je ne peux faire que des hypothèses. Et d'expérience, avec l'âge, je sais que lorsqu'on fait des hypothèses, on se trompe 2 fois sur 3, évidemment. Quand on n'a pas les informations, le risque d'erreur est important. Donc peut-être je me trompe. Mais quand même, je vais faire une hypothèse. Qui a les moyens de terroriser les banques? Parce que il n'y a aucune raison valable. Encore la Banque populaire, on pourrait dire, il y a une petite situation conflictuelle sur un crédit. Mais là, ING, aucune situation conflictuelle. Pas de découvert, évidemment, on n'a pas le droit. Et puis pas de problème. Puis il n'y a que 2 mois que j'y suis. Donc il faut que quelqu'un leur ait fait très peur. Qui peut faire très peur comme ça à 2 banques en dehors de Bercy? Je ne vois pas qui. Alors pourquoi Bercy? Eh bien, Bercy, je rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas le blog qui arrive, je rappelle que Bercy m'a fait 3 redressements fiscaux totalement scandaleux. Le premier concernait la succession de ma mère, pour lequel ils ont menti, ils ont fait des faux plans, et ils ont perdu aujourd'hui, puisque la Cour de cassation m'a donné raison. La deuxième est un redressement mis en place par le sieur Martineau dans un projet à moi dans l'île de Ré, redressement invraisemblable, pour lequel Martineau m'a fait des procédures sans finir, et dans lequel il a été récompensé, puisqu'aujourd'hui, le Martineau en question est chargé pour Bercy de la surveillance
des déclarations de nos élus, déclaration de patrimoine de nos élus. Donc c'est un poste considérable. Donc cet homme et Bercy ont manipulé la justice pour me faire perdre. Il n'est pas dit que jusqu'au bout, ils arriveront à me faire perdre. Car là, je suis en Europe dans cette affaire. J'ai une procédure au CRE pénal contre la magistrate qui a refusé le dossier en Conseil d'État. Bon, ça c'est le deuxième volet. Et le troisième volet fiscal, c'est une société dont je vous ai déjà parlé, qui s'appelle Mirabeau, où là, nous avons eu la malchance d'avoir un courrier qui s'est perdu entre l'appel de Marseille et puis le Conseil d'État. Nous avons quand même fait un recours hors délai au Conseil d'État qui sera probablement refusé, mais nous irons en Europe puisque l'Europe considère que la justice doit être rendue et que les délais ne sont pas opposables à un justiciable qui a besoin d'avoir la justice rendue. Et j'espère que là aussi nous pourrons gagner, car entre-temps, sur ces différentes affaires, les rapporteurs publics de Marseille s'est déclaré favorable à l'élimination, au retrait de ces redressements. Donc ce sont des redressements qui n'existent pas. C'est-à-dire que le fisc me poursuit et paralyse mes entreprises depuis une dizaine d'années pour des redressements totalement imaginaires. Nous savons par M. Le Poisat que nous savons pourquoi il y a ces redressements imaginaires qui sont des problèmes de statistiques, nous savons comment c'est peu scrupuleux et nous savons comment tout ça est une véritable escroquerie qui surfe sur l'idée que cet État protecteur aurait besoin d'argent et qu'il faudrait qu'il en prenne où il est et que donc peu importe que ceux à qui il le prend en meurent puisque c'est pour sauver d'autres qui sont dans le besoin, paraît-il. Bien. Tout ça nous amène à voir un fisc qui est le seul qui a les moyens de faire peur aux banques. On peut supposer dans cette affaire que c'est une supposition toujours, hein, mais j'imagine que le fisc aimerait que je dépose mon bilan, aimerait que je disparaisse en fait, parce que si vous voulez, là, chaque fois qu'il y a un résistant quelque part, chaque fois qu'un pouvoir est face à un résistant, bah, évidemment la réponse est de supprimer le résistant. Donc je suppose que le fisc serait heureux de me supprimer. Or, je pense que le fisc hésite à me poursuivre pour avoir fabriqué mon insolvabilité, parce qu'il sait que ça n'est pas vrai, puisque j'ai toujours en face de ces dettes les biens immobiliers qui sont hypothéqués par le fisc, que je n'ai jamais essayé de dérober, qui sont là, pas de problème, donc le fisc peut les vendre quand il veut. Par contre, évidemment, au niveau des revenus de ces biens, je essaie de m'organiser pour que les revenus échappent aux ATD. Donc, dans cette espèce de gymkhana bancaire, le fisc regarde ça, bien sûr, puisqu'il a tous les comptes, et je pense qu'il essaie de coincer toutes les portes de sortie. C'est pour ça que le fisc terrorise des banques à qui je n'ai rien fait, mais qui simplement obéissent aux ordres. Alors quand on voit ça, parce que dans le fond, qui je suis? Alors je m'adresse encore aux jeunes. Ben vous savez, j'ai été un jeune homme, comme vous. Et j'étais un jeune homme, bon, c'est vrai que je n'étais pas un fanat de la scolarité, donc je suis arrivé dans la vie en ayant passé mes périodes scolaires à me marrer, parce que je trouvais que vraiment la manière dont ça fonctionnait, pour moi, c'était hilarant. Donc ça me faisait rire. Et alors ça ne me plaisait pas du tout aux professeurs que j'avais, qui considéraient que on n'était pas là pour rigoler. Donc j'ai eu des problèmes avec un cas, j'ai eu mon bac, enfin j'en ai eu la moitié, à l'époque il y en avait 2. Et puis je suis rentré dans la vie active parce que c'était assez facile, vous savez. Quand on pense à cette époque, c'était le plein emploi. Il suffisait d'être de bonne volonté, de travailler. Moi je suis parti avec 0, je suis parti avec mon courage et mon envie de travailler. Bon, puis voilà, puis j'ai rencontré une jeune femme charmante, je l'ai épousée, je suis encore avec cette jeune femme charmante, qui est toujours aussi jeune et aussi charmante, bien sûr, depuis il y a 50 ans qu'on est mariés. On a eu des enfants, qui ont de belles situations. Bon, j'ai travaillé toute ma vie, et j'ai essayé de le faire honnêtement, j'ai essayé de ne jamais accepter quelque corruption que ce soit. J'ai fait beaucoup de bénévolat. Pour la corruption, vous voyez, par exemple, j'ai été tout à fait au départ, j'ai construit beaucoup de centres Leclerc, Intermarché, à l'époque où c'était un combat contre les élus. Et ce combat, si vous voulez, il était honnête. On se battait à coups de prospectus, de discussions, de discours, etc. Et puis est arrivé les années, un peu avant les années 80, après la loi Royer,
et c'est devenu une machine à pot de vin, j'ai arrêté, je ne vais pas continuer. Bon. Donc si vous voulez, je suis assez bien dans ma peau, je n'ai jamais été corrompu, je n'ai jamais corrompu personne, j'ai fait énormément de bénévolat, je me suis occupé bénévolement d'un aéroclub que j'ai remis d'aplomb, j'ai fait des manifestations, j'ai fait des tas de choses où j'ai été bénévole pour de vrai, c'est-à-dire que le bénévolat ça coûte, ça m'a coûté de l'argent, je n'ai jamais rien eu en échange. Voilà, donc si vous voulez, j'ai mené une vie, je crois, ordinaire, et comme on m'avait appris à la mener. J'ai vu arriver ce déferlement de corruption, ouais, de connivence, de choses épouvantables. Par exemple, le maire de Rochefort, qui s'appelait Jean-Louis Fraud, qui me dit, qui était petit commerçant, qui me dit, il n'y aura jamais de centre Leclerc tant que je serai là. Et puis qui a fini avec son magasin à l'intérieur de la galerie marchande du centre Leclerc, vous voyez, un petit peu, après nous avoir enquiquiné pendant des années. Et puis qui finalement, à coup de compromission, à coup de connivence, a fini par ruiner sa ville, Rochefort-sur-Mer, qui était une ville, tenez-vous bien, en 1900, Rochefort-sur-Mer avait 36 000 habitants, et la voisine de La Rochelle avait 31 000 habitants. Ah ouais, bon, c'est pas Fraud qui a foutu le bordel, puisqu'il est arrivé que dans les années 70. Enfin quand même, entre-temps, maintenant Rochefort a 25 000 habitants, et La Rochelle doit en avoir 75 000. Pour vous dire que quand même, la manière de gérer les choses, ça y fait. Quand on gère mal un groupe, et quand une ville comme Rochefort commence, Rochefort est une ville qui est un peu prise au sérieux, qui a été assise sur la stabilité de l'armée et qui se l'est un peu pété, qui a oublié de travailler. Et puis, pof, voilà, Rochefort a disparu, ou presque. Bon, aujourd'hui c'est La Rochelle. La Rochelle, sur laquelle j'ai un immense projet, magnifique, splendide, dont la ville a fait la fine bouche en disant, oh ben non, nous... Oh non, ça c'est de la concurrence. Oh non, nous, là, on ronronne, là, c'est bien. Bon, on en reparlera dans un siècle, je ne serai plus là, mais s'ils continuent comme ça, c'est ce qui va leur pardonner, puisque déjà, ils sont hors des circuits. Avec la nouvelle région, La Rochelle est devenue hors région, puisqu'elle est tout à fait au nord de la nouvelle région, avec de gros concurrents comme Bordeaux-Arcachon ou Bayonne-Biarritz, qui sont beaucoup plus puissants que ne peut l'être La Rochelle toute seule. Donc tout ça fait que on est un petit peu surpris de cette société, et en filigrane, on a donc qui sous-tend, qui permet à cette société corrompue, qui permet à cette société corrompue d'exister, on a Bercy. Bercy et la terreur que Bercy répand. Parce que Bercy répand la terreur. Alors jusqu'à présent, j'avais vu la terreur dans les contrôles fiscaux, je me suis battu pour, mais je n'imaginais pas que Bercy ait les moyens de faire plier des banques. Alors, je subodore, c'est encore une hypothèse, je peux me tromper, mais je subodore que Bercy utilise à titre donc personnel, Tracfin. Parce que je ne vois pas d'autre système que celui qui récolte les informations à travers Tracfin pour arriver comme ça à imposer aux banques de livrer la totalité des informations de leurs clients, et puis ensuite imposer aux banques de fermer les comptes de leurs clients, parce que c'est ça. Je veux dire, vous n'allez pas me dire que ING a eu tout d'un coup envie de fermer mon compte, il n'y a pas de raison. Mon compte n'a absolument, objectivement, aucune raison d'être fermé par un banquier. C'est un compte qui marche tout à fait normalement. Il faut que derrière, il y ait donc le poids de Bercy qui utilise actuellement, qui utilise la pression de ces quelques fous qui ont fait des attentats pour aller dans le pire de la pensée unique, parce que la pensée unique aujourd'hui, c'est oui, effectivement, Bercy a tous les droits sur les entrepreneurs qui sont des parasites. C'est ce que écrit Marx quand il traite les entrepreneurs de capitalistes. Le livre Le Capital de Marx est d'une bêtise insondable. Je crois que je n'ai jamais rien lu d'aussi bête. Je vous conseille vraiment de le lire. C'est d'une stupidité inimaginable, et d'une prétention inimaginable. Donc, je voulais passer ce moment avec vous parce que j'ai pas envie de combattre, j'ai envie de... Je voudrais vous transmettre, vous dire que ce qui vous arrive n'est pas inéluctable. Ça a été autrement. La société peut marcher autrement. Ça, on a connu des années. Alors, est-ce que c'est parce qu'il y avait eu la guerre? Et est-ce que pour que ça marche bien, il faut qu'il y ait une guerre? C'est pas possible. C'est trop horrible. Si pour que ça marche bien, il faut qu'il y ait une guerre, franchement, là, ça vaut pas le coup. Hein. Mais d'un autre côté, là, ça marche pas. Là, ça marche pas, et je pense que ça peut pas, ça peut pas marcher. On est complètement mis en esclavage par Bercy, mais plus qu'en esclavage, on
on est mis, il y a une délation, si vous ne plaisez pas, vous faites, je ne sais pas, moi je ne sais pas pourquoi je suis dans cette situation, parce qu'au départ, je ne sais pas pourquoi ces contrôles fiscaux me sont tombés sur le nez. Il y a un motif. Alors est-ce que c'est parce que je m'intéressais à ce projet de La Rochelle qui est absolument magnifique? Pourquoi? D'où ça vient? D'où vient-il que tout d'un coup, le sieur Martineau, qui faisait partie de la brigade la plus brillante de France, la brigade des milliardaires, comment se fait-il qu'il prend un avion et qu'il vient me voir, moi, à 7? Pas cohérent. Donc vous imaginez le système, il faut que quelque part, quelqu'un, pour une raison personnelle, qui ne peut être que personnelle, donne l'ordre d'aller détruire Dumas. Alors ils ont dû trouver que je suis coriace, parce que ça fait 10 ans, mais là, on n'est pas loin du but, hein, on n'est pas loin d'arriver, parce que est-ce que les Rochelais vont être assez fous pour ne pas adhérer au projet que je porte pour eux depuis 10 ans? S'ils sont assez fous, ben effectivement, je n'ai pas d'autre projet, ben effectivement, je vais disparaître. Hein. Mais je veux encore imaginer que la raison l'emportera. Je veux encore imaginer que la Stasi-Bercy ne va pas enterrer au son du clairon la totalité du pays, et qu'il va y avoir un sursaut, et que les choses vont peut-être s'arranger. Je pense à tous ceux qui se battent, parce que si ça se passe comme ça, je pense à tous ceux qui n'arrivent plus à payer le RSI, plus à payer... Enfin, si vous voulez, la liste de la misère dans laquelle vont être projetés tous les entrepreneurs, c'est incroyable. Mais une fois que ces gens auront été projetés dans la misère, il va se passer ce qui se passe au Venezuela. C'est-à-dire que la misère va être pour tout le monde. C'est-à-dire que ça va être la pénurie, ça va être la maladie, ça va être la diminution de l'espérance de vie, enfin toutes ces choses que connaît le Venezuela, c'est pas compliqué, on le sait. Comment se fait-il qu'on ait encore la pensée commune qui croit, qui fait confiance à Bercy, qui fait confiance dans ces gens qui sont des escrocs? Je vais vous donner un exemple qui est absolument stupéfiant. Stupéfiant de mensonges. Stupéfiant de mensonges. Les loueurs en meublé payent une taxe de 15% sur leurs revenus tant qu'ils ne sont pas professionnels. Bon, ils deviennent professionnels à partir d'une somme X, je crois que c'est 23 ou 33 000 euros par an. Je ne me rappelle plus exactement le montant de cette somme. Et aujourd'hui, l'État qui n'a plus d'argent va décider, demain je crois, va décider de leur faire payer les charges sociales sur leur loyer, comme s'ils étaient des entrepreneurs. Donc ils vont payer 45% de charges sociales sur leur loyer. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas le payer. Parce que le loueur en meublé, vous savez, ça ne gagne pas beaucoup. Hein. Donc ils ne peuvent pas payer. Ce qui est pervers, c'est que figurez-vous que, au lieu de dire on n'a plus d'argent, on va faire payer ces gens, tant pis s'ils crèvent, on dit l'affaire telle qu'elle est présentée au Parlement. On dit aux parlementaires, oui, vous comprenez, à cause de Airbnb, les loueurs en meublé, on va leur faire payer maintenant directement la taxe. Je ne vois pas le rapport. Je vois pas le rapport. Avant, ils ne payaient pas de taxe jusqu'à 23 ou 33 000, je ne me rappelle plus. Et maintenant, ils vont payer la taxe. Je ne vois pas ce qu'il y a à foutre Airbnb là-dedans. Je ne vois pas le rapport qu'il y a entre le montant en deçà duquel on n'avait pas à se déclarer et ce montant qu'on supprime. Je ne vois pas le rapport avec Airbnb. Vous m'excusez, il n'y a pas de rapport. Donc simplement, Bercy surfe sur la contrariété de Airbnb par rapport au système actuel qui n'est pas adapté à ça, qui est fait de plein d'intermédiaires, et utilise Airbnb pour lever un impôt supplémentaire, sachant qu'avant, l'État a traité avec Airbnb qui va dénoncer à l'État, qui va être transparent de tous ces gens qui louent leur appartement. C'est-à-dire que non seulement c'est pas à cause de Airbnb, mais c'est avec Airbnb que l'État va entuber les braves gens qui jusqu'à présent avaient mis leurs sous de côté là-dedans parce qu'ils n'avaient pas de charges à payer et qu'à 15% ils s'en sortaient. Donc des gens qui ont investi, parce qu'ils ont investi dans de l'immobilier pour louer en meublé, ça coûte cher. Ils ont investi, il va falloir 10 ans, 15 ans peut-être pour amortir. Au moment où ils ont investi
Parce qu'ils espéraient qu'avec effectivement les nouveaux moyens de location, de communication, Internet, que ce soit Airbnb ou les syndicats d'initiative ou peu importe qui, moi Airbnb pour moi ça marche pas pour les meublés, mais bon. Donc ces gens avaient investi et tout d'un coup ils sont trahis et ils sont trahis avec Airbnb qui va les dénoncer. Donc vous voyez à quel niveau en est cette espèce d'hydre de Bercy, et qui ment effrontément, et qui ment à l'Assemblée nationale, parce que ces pauvres cons de députés, excusez-moi du peu, mais ils y connaissent rien, ils passent leur journée à serrer des louches. Le reste, ils connaissent absolument rien, ils n'ont même pas une minute à eux, entre les communions, les machins, les trucs, il faut qu'ils aillent partout, les mariages, ça, pour être élus, ils n'ont pas une minute à eux. Donc ils ne connaissent absolument rien, rien, rien. Vous pouvez leur parler d'aucun sujet, ils ne connaissent rien. Mais bon, c'est catastrophique. Donc on leur fait croire que c'est à cause de Airbnb qu'on est obligé, malheureusement, bien qu'effectivement c'est un peu embêtant, mais voilà, non, on est obligé. Vous vous rendez compte de la perversion de ces gens? Je pense que Bercy est une machine dont la perversion de la humanité est hors du commun. Alors, voilà, je voulais vous dire ça, je voulais vous dire quand même, je ne sais pas, peut-être je ne vais pas pouvoir vous parler bien longtemps, parce que vu comment les choses se présentent, mais voilà, alors c'est un petit peu long sans doute, hein. Je suppose que tout ça est un petit peu long, mais j'avais envie de vous le dire, j'espère que je ne vous ai pas lassé. Hein. Oui, il y a une dernière chose que je voulais vous dire, parce que, oui, quand même, il faut qu'on sache que Bercy est comme ça, mais pourquoi Bercy est comme ça? Bercy est comme ça parce que Bercy est amené à financer la bureaucratie. La bureaucratie est devenue une espèce de cancer épouvantable, c'est-à-dire le monde bureaucrate, fonctionnaire ou assimilé, hein, est devenu une espèce de un truc insoluble. Alors, en revenant à ces élus, ces pauvres types, ils sont sincères au départ. Vous rencontrez un type qui veut se faire élire. Bon, il veut être député, il veut être maire. En règle générale, il est plutôt sympa. Vous faites du chemin avec lui. Il est élu. Il fait des trucs bien pendant 6 mois. Puis au bout de 6 mois, il comprend qu'il n'y arrivera pas. Parce que s'il n'est pas d'accord avec sa bureaucratie, elle va lui mettre des bâtons dans les roues, il ne peut pas s'en sortir. Mais c'est valable pour un élu de base, mais c'est valable pour un président de la République. Le type qui est élu président de la République, s'il se met à dos tout le système des fonctionnaires, il ne peut pas s'en sortir. Aucune de ces modifications ne dépassera la barre de son premier cercle d'amis, parce que ça va être dilué, bouffé immédiatement. Donc cette bureaucratie a un pouvoir exorbitant, et elle ne tourne que pour elle-même. Et il n'y a rien qui puisse l'arrêter, car les élus, s'ils veulent survivre, sont obligés de s'associer à cette bureaucratie. On peut avoir un exemple flagrant à Sète, d'où je vous parle. Le maire actuel de Sète s'appelle Comène. Au début, il a été assez ouvert, et il a confié une part d'urbanisme sur une quarantaine d'hectares à un privé qui a fait un truc magnifique, ça s'appelle le triangle de Villeroy. Franchement, c'est pas mal, c'est propre, c'est bien, c'est bien. Ça n'a pas plu du tout aux fonctionnaires qui font d'habitude l'urbanisme. Pas du tout, du tout. Assez rapidement, ils ont récupéré ce maire qui, très vite, a vu qu'il ne pourrait pas faire. Donc, il les a laissés faire. À côté, il les a laissés faire, il a serré les mains pendant ce temps, puis maintenant il est sénateur. Donc il a bien fait. Enfin pour lui. Mais à côté de ce triangle de Villeroy, les fameux fonctionnaires en question qui se piquent d'urbanisme ont créé un truc dont c'est l'horreur sur Terre. Il faut aller le voir pour le croire, tellement c'est hideux. C'est hideux. Mais on connaît tous les principes qui ont abouti à ça. Je les connais, moi, par cœur. Ces principes d'architecte. Une entrée forte, des étages à l'entrée de la ville, etc. Enfin, tout le pataquès, toutes les phrases toutes faites qui aboutissent à rien parce qu'elles sont stupides. Donc, si vous voulez, ce qui sous-tend le système, c'est cette bureaucratie. Cette bureaucratie, elle ne peut pas se reprendre en main. Il n'y a que 2 solutions. Il n'y en a pas 36, il n'y en a que 2. La première, c'est la faillite. La deuxième, c'est la suppression du statut de fonctionnaire. Si on supprime le statut des fonctionnaires et qu'on n'ait qu'un statut salarial le même pour tout le monde, on peut peut-être s'en sortir. Il y aura du ménage, on peut peut-être s'en sortir. Je ne crois pas qu'on supprimera le statut des fonctionnaires, car je crois que ce n'est pas possible, c'est trop tard. Je pense qu'ils sont trop nombreux. Ça fait vivre trop de gens. Donc je pense qu'on passera par la case faillite. C'est-à-dire que si vous avez des économies, elles vont vous être volées. Voilà, elles vont vous être volées pour remettre le pays d'aplomb.
Voilà, ces gens, actuellement c'est moi qui vole, parce que je suis censé faire partie des gens qui ont gagné de l'argent indûment, mais demain ça sera vous. Et voilà, nous allons tous y passer. Alors, voilà tout ce que je voulais vous dire. C'est très très long, hein, j'en conviens, mais bon, c'est un moment, si vous voulez, pas du tout un moment de déprime, mais un moment de constat, où je suis objectivement stupéfait. Ah, je ne pensais pas que ça pouvait en arriver là. Je pensais pas, si vous voulez, je me doutais que Bercy c'était puissant, je me doutais que ça tuait beaucoup de gens, mais on ne voit pas ces meurtres économiques. On ne les voit pas, ces meurtres économiques. C'est à droite, à gauche. Et celui qui meurt, ben, il disparaît, comme disparaissaient les gens à l'époque de la Stasi. Le voisin disparaissait, on disait, ben, il a disparu. Ah oui, qu'est-ce qu'il est devenu? La Stasi est passée, il n'est plus là. Ou il avait dû faire quelque chose de bizarre, hein, ouais, sans doute. Il ne fallait pas parler. Ben là, c'est pareil, il faut pas parler, faut pas... Quand je vois des jeunes qui ont dû gagner 3 francs 6 sous se promener avec une jolie voiture, je me dis, oh là là là, quel malheur, ça va mal se passer. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous dis au revoir, je vous dis j'espère à bientôt, et puis, voilà, c'est comme ça, c'est pas très drôle. Au revoir.